Cette vidéo est produite à la demande de Aix-Marseille Université et du CNRS en partenariat avec Play Azure Prod. Elle a été coécrite avec les chercheurs CNRS Alain Barra et Mathieu Génois. Bonjour tout le monde, pour débuter cette vidéo, je vous propose une énigme. Voyez-vous ce dessin? Il représente une enveloppe. Mon défi est simple, prenez une feuille, un crayon et demandez-vous s'il est possible de tracer ce dessin à l'identique sans jamais lever une seule fois votre crayon et sans jamais repasser par le même côté. La réponse en fin de vidéo. Parfois, quand mes envies de divagation prennent le dessus sur les réalités de la vie quotidienne, j'aime me promener partout sur la planète grâce à cet outil incroyable qu'est Google Maps. J'aime cette sensation de visiter en secret, un peu comme une petite souris, les lieux importants de l'histoire des sciences. Rendez-vous compte, vous êtes tranquillement en train de longer l'université de Cambridge sur les traces d'Isaac Newton ou Stephen Hawking, et quand tout à coup d'un clic vous foncez tête baissée à Berne, à l'emplacement exact de l'ancien bureau des brevets d'Einstein. Et puis vous vient l'idée folle de revenir aux origines, et en un instant vous voilà propulsé en Inde, devant le temple de Chaturbhuj, dont on dit qu'il contient la première représentation du chiffre 0. De là, les envies de voyage s'enchaînent, et je laisse la fameuse tour de Pise, du haut de laquelle Galilée n'a pas fait sa fameuse expérience sur la chute des corps, contrairement à la légende, pour me recueillir quelque temps devant le lycée de Mariam Mirzakhani, à Téhéran. Mais s'il est un endroit qui me fascine particulièrement, un seul lieu devant lequel je peux m'émerveiller pendant des heures entières derrière mon écran, c'est bien cet endroit. Car un beau jour de 1735, un homme s'est levé de l'un de ses bancs pour faire une promenade. Et à cet instant, il est loin d'imaginer que de sa promenade vont découler rien de moins que le choix des itinéraires des GPS, la gestion des lignes aériennes, les réseaux électriques, le réseau ferroviaire, la généalogie, les plans du métro, la gestion des épidémies, la circulation de l'eau dans une ville ou encore Internet. L'homme qui débute cette fameuse promenade s'appelle Leonhard Euler. C'est un mathématicien et physicien suisse dont la renommée n'est déjà plus à prouver. Quant à la ville dans laquelle il va déambuler, Kaliningrad, elle porte encore en 1735 le nom qui est resté dans l'histoire des mathématiques, Königsberg. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas physiquement mais mentalement qu'Euler va parcourir un quartier de la ville. Car à l'époque, une question se pose au sujet d'un quartier de la ville, l'île de Knipehof, un endroit remarquable à plusieurs titres. D'abord parce que cette île abrite l'un des monuments les plus emblématiques de la ville, la cathédrale de Königsberg, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite quasiment à l'identique depuis. La tombe du philosophe Emmanuel Kant ensuite, qui repose dans un mausolée au nord-est de la cathédrale, et enfin des ponts. 5 ponts. Ou plus précisément 7 ponts à l'époque, qui traversent l'île de part en part, ainsi que le prolongement de la Pregolia, la rivière qui borde l'île. Et le défi qui est lancé à Euler au sujet de ces ponts est le suivant. Est-il possible de planifier une promenade pendant laquelle on emprunterait une seule et unique fois chacun des 7 ponts en revenant à son point de départ? Ce problème fondateur est désormais appelé le problème des 7 ponts, ou encore les ponts de Königsberg. Et il est à la base d'une nouvelle branche des mathématiques qui nous occupera beaucoup pendant ce voyage, la théorie des graphes. Comme souvent dans l'histoire de cette matière, les mathématiciens se sont attachés à l'étude de cette nouvelle discipline avant même que de réelles applications émergent. Et c'est donc à partir du problème des 7 ponts que l'on commencera à formaliser ces notions. À l'image des différentes zones de l'île qui sont reliées par des ponts, les graphes sont un ensemble de points, qu'on appellera des sommets, reliés par les liaisons qu'on appellera des arêtes. À partir de là, un nouveau vocabulaire fait irruption dans le monde des mathématiques pour décrire les différents composants des graphes. 2 sommets sont reliés directement par une seule arête, on dira que ces sommets sont adjacents. D'un sommet quelconque il part 3 arêtes, on dira que le sommet est de degré 3. Tous les sommets sont adjacents 2 à 2, on dira que le graphe est complet.
Peu à peu, la formulation mathématique se précisait, et on comprit rapidement que le problème des ponts de Königsberg pouvait être résumé de la sorte. Dans ce graphe que représentent les régions de l'île reliées par des ponts, existe-t-il une chaîne parcourant toutes les arêtes une et une seule fois pour revenir au sommet de départ? Même s'il ne l'a jamais formulé de la sorte, Euler avait pourtant bien conscience que ce problème ouvrait la voie à une nouvelle façon de voir les mathématiques, dans le sens où, pour la première fois, on ne s'intéressait plus aux objets eux-mêmes, mais seulement à la façon dont ils étaient connectés entre eux. Connectés entre eux. Une notion qui résonna à l'oreille des autres disciplines et qui se propagea comme une rumeur dans le monde des idées. Les mathématiques auraient inventé un outil qui décrit les propriétés de tout ce qui peut être mis en réseau. Se pourrait-il que ces propriétés théoriques s'appliquent sur des réseaux concrets? Même si l'outil des graphes est dans un premier temps l'œuvre des mathématiques, la réponse à cette question s'imposa rapidement dans les décennies et les siècles qui suivirent, et l'outil des graphes fut adopté dans de nombreuses disciplines. Par exemple en chimie, où dans cette molécule, les atomes peuvent être vus comme des sommets, et ces interactions comme des arêtes. En sciences sociales, où des personnes sont liées par des interactions sociales. Ou encore plus proche de nous, dans les transports, où des aéroports sont connectés par des lignes aériennes. Dès lors, le monde des mathématiques et celui des autres disciplines scientifiques travailleront main dans la main, l'un pour mettre des résultats théoriques en évidence au sujet des graphes, l'autre pour voir en quoi ces résultats s'appliquent dans leurs disciplines respectives. Par exemple, pour répondre au problème des ponts de Königsberg, le théorème de Euler-Irr-Holzer nous apprend que dans un graphe, une telle promenade n'est possible que si tous les sommets de ce graphe sont de degrés pairs. L'algèbre se saisit également de l'affaire lorsque l'on comprend que l'on peut représenter un graphe sous forme d'une matrice qu'on appelle la matrice adjacente. Le principe est simple, chaque terme de la matrice est égal au nombre d'arêtes reliant les autres sommets. Par exemple, dans ce graphe, le sommet numéro 4 est adjacent aux sommets 2, 3 et 5, mais pas à lui-même ni au sommet 1. La quatrième ligne de cette matrice s'écrit donc 0, 1, 1, 0, 1. Parallèlement aux progrès théoriques et aux lois qui régissent cette nouvelle discipline donc, les autres sciences s'emparent du domaine. En 1874, alors que le mot graphe n'est pas encore officiel, Arthur Cayley publie l'une des premières représentations de graphes moléculaires. Le développement de l'électricité fait également intervenir la notion de graphe complet. Appliquée à ce type de réseau, de telles structures permettent d'assurer une solidité dans le réseau. En effet, puisque tous les sommets d'un graphe complet sont reliés 2 à 2, alors même en cas de panne à un endroit du réseau, l'information pourra malgré tout atteindre tous les sommets du graphe par un autre chemin. Malheureusement, de telles structures sont extrêmement coûteuses, car le nombre d'arêtes augmente de façon exponentielle. Les ingénieurs comprennent alors que tout est question de compromis dans la façon de gérer de tels réseaux. En 1934, Jacob Levi Moreno a l'idée d'étudier la structure de diverses communautés humaines, et avec l'outil des graphes, il construit ce qu'il appellera un sociogramme. La sociométrie, discipline issue entre autres de ses travaux, permettra d'étudier de façon quantitative les interactions de groupes entre les humains. En 1929, l'écrivain hongrois Frigyes Karinthy initie la notion de degré de séparation entre les êtres humains, et suppose dans une nouvelle de son ouvrage Minden Maatschappen van que toute personne sur la Terre peut être reliée par une chaîne de connaissances comportant au plus 6 maillons. C'est ce qu'on appellera plus tard la théorie des 6 poignées de main que le psychosociologue Stanley Milgram revisitera dans un article de 1967 avec le protocole suivant. Chaque personne, au départ de l'expérience, se voit confier un dossier comprenant le nom d'une personne à joindre ainsi que des instructions claires pour l'atteindre par courrier. Si la personne ne connaît pas personnellement la cible, alors elle doit faire suivre la lettre à une de ses connaissances dont elle pense qu'elle sera plus susceptible de la connaître personnellement. Cette étude, même si elle connaît des limites, confirme ce que l'on nommera plus tard le paradoxe de Milgram. Malgré l'immensité d'un réseau, le degré de séparation entre les sommets reste relativement faible. Mais revenons à la précédente matrice, dans laquelle les plus observateurs et les plus observatrices auront peut-être remarqué une symétrie. Cette symétrie s'explique par le fait que les liens qui joignent les sommets le sont tout autant symétriques. Si A et B sont deux aéroports, et si A est connecté à B, alors B l'est également à A. Ou encore si A et B sont deux ordinateurs, de la même façon, si A est connecté à B en réseau, alors B l'est nécessairement à A. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certains réseaux impliquent un sens, une direction dans la liaison.
Le graphe du web, par exemple, grâce auquel vous regardez cette vidéo en ce moment même, est dans ce cas. En effet, si A et B sont deux pages web, il est tout à fait possible que A redirige vers B sans que B ne redirige vers A. La liaison se fait alors en sens unique. On appelle ce genre de graphe des graphes dirigés. Enfin, la matrice précédente ne comporte que des 0 et des 1. On l'a vu, le 0 signifiant l'absence d'arête entre deux sommets et le 1 signifiant une connexion entre les deux. Mais cet exemple ne permet pas d'établir de différence entre les liaisons. Elles semblent toutes équivalentes. Pourtant, si on prend l'exemple du réseau routier, il semble évident que l'A6 qui relie Paris à Lyon est une liaison autrement plus chargée que la départementale 301 qui relie Saint-Côme-en-Véret à Rouperou-le-Coquet. Comment faire figurer cette différence entre ces arêtes dans un graphe? C'est pour répondre à ce genre d'impératif qu'est née la notion de graphe pondéré. L'idée est simple, pour chaque sommet on associe un poids, un nombre, qui définit en quelque sorte l'importance de ce sommet dans le graphe. Ce nombre se retrouve dans la matrice si l'on choisit ce mode de représentation, et on passe alors d'une matrice d'adjacence à une matrice qu'on appelle une matrice pondérée. C'est ainsi que les avancées dans ce domaine eurent lieu, mêlant des dizaines de disciplines qui semblaient n'avoir pourtant aucun rapport entre elles. Et c'est précisément ces liens qui vont permettre de faire émerger une nouvelle science au cours du XXe siècle, la science des réseaux. La question est centrale et loin d'être anodine. Il existe au sein des différents réseaux étudiés des propriétés dites émergentes. En effet, les réseaux étudiés n'ont pas été construits avec ces caractéristiques. Elles se sont imposées d'elles-mêmes à partir de l'évolution et des interactions non contrôlées au sein même du réseau. À partir de là, plusieurs sources de questionnement. Premièrement, peut-on élaborer de nouveaux outils interdisciplinaires qui permettraient de comprendre les mécanismes qui conduisent à l'émergence de ces propriétés? Et deuxièmement, dans une sorte de boucle rétroactive, comment ces propriétés émergentes du réseau influencent-elles le réseau lui-même? Or, particulièrement dans les sciences sociales, les études menées furent longtemps limitées par des biais liés aux informations. Des échantillons peu représentatifs recueillis sur des réseaux personnels, non complets, ou encore rassemblés par des systèmes de formulaires qui ne permettent pas un suivi dans le temps. Autant de limitations qui ne permettaient pas d'études quantitatives satisfaisantes. Pour répondre précisément à leurs interrogations, il manquait aux chercheurs du XXe siècle un élément que le XXIe siècle allait leur offrir dans des proportions qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Des données. En effet, depuis le début des années 2000, une véritable numérisation du monde s'est opérée, générant à elle seule une quantité de données qui confine à un raz-de-marée d'informations, quasiment du jour au lendemain à l'échelle de l'histoire des sciences. La téléphonie mobile à elle seule permet de recueillir des données à la fois sur les communications entre les humains, mais également sur leur mobilité. À une autre échelle, les données GPS permettent également de recueillir des données sur des millions d'individus, et ainsi de suggérer le meilleur chemin dans l'immense graphe que représentent les millions d'itinéraires possibles. L'informatisation offre également des traces sur la progression des virus, des maladies, car en épidémiologie également, la notion de réseau est centrale. Il suffit de se convaincre que le degré d'un sommet correspond alors au nombre d'interactions qu'a un individu malade pour comprendre l'impact des résultats de la science des réseaux dans ce domaine. Seulement voilà, l'abondance des données n'offre pas la garantie de l'absence de biais. Et paradoxalement, les recherches de ces dernières années montrent qu'un retour à des échelles intermédiaires, souvent appelées méso-échelles, est souhaitable, voire inévitable. C'est ainsi que plusieurs groupes de recherche se sont attelés à mettre en place des infrastructures spécifiques pour recueillir des données et mieux comprendre ce type d'échelle intermédiaire comme par exemple une école, un musée ou encore un hôpital. Par exemple, la collaboration Socio-Patterns recueille dans ce genre de lieu et de façon interdisciplinaire des données sur la proximité physique des individus. Depuis 2008, cette collaboration entre Allemagne, Italie et France a mis en place une infrastructure basée sur un système de badge d'identification par radiofréquence actif, qui mesure la proximité en face à face des individus dans ces environnements, permettant ainsi la création d'une sorte de catalogue des interactions humaines. Ces données se révèlent ensuite d'une grande utilité en épidémiologie, dont les modèles de propagation des maladies infectieuses sont un point central.
Dans la lignée de Sociopattern, un autre projet nommé DataRedux voit le jour en 2020. Financé par l'ANR, DataRedux œuvre là encore pour réduire la complexité des réseaux afin de nourrir des modèles efficaces et réalistes. Mettant en relation des structures de recherche prestigieuses, ce projet est mené par le chercheur Alain Barra. Il est directeur de recherche au Centre de physique théorique à Marseille, un laboratoire du CNRS, de Aix-Marseille Université et de l'Université de Toulon. Il a pour but de transformer les quantités gigantesques de données en connaissances. L'idée est toujours la même, réduire la complexité en contrôlant l'échelle, mais sans jamais perdre la richesse des données brutes. Avec une question centrale qui ne quitte jamais les chercheurs dans ce domaine, dans ce flot immense de données, qu'est-ce qui relève du pur hasard? Qu'est-ce qui constitue de l'information pertinente? De quoi ai-je vraiment besoin? Cette réponse étant évidemment, tout dépend de ce que je veux faire avec ces données. Particulièrement dans ce qu'on appelle des réseaux temporels, c'est-à-dire des réseaux qui évoluent dans le temps, l'un des principaux enjeux auxquels se sont attaqués les chercheurs est d'identifier des structures, c'est-à-dire des sous-ensembles de sommets et de liens pendant un certain temps, des structures donc qui aient un rôle particulier dans les processus dynamiques. Ils ont par exemple identifié deux notions particulièrement intéressantes. Premièrement, des structures denses, c'est-à-dire des groupes de nœuds ayant un grand nombre de connexions entre eux, et deuxièmement, leur portée temporelle, c'est-à-dire la durée pendant laquelle ces sommets conservent cette grande densité. À cet effet, dans une étude de 2020, des chercheurs ont proposé un algorithme permettant de trouver de façon efficiente, dans un réseau temporel, ce qu'ils appellent des span cores, c'est-à-dire de tels groupes de nœuds caractérisés par deux nombres, leur densité et leur étendue temporelle. Un deuxième algorithme permet même de trouver directement les span cores maximaux, c'est-à-dire les plus denses ou les plus durables, sans devoir calculer tous les span cores. Les différentes expériences liées à cette étude montrent que cette nouvelle notion de span core est très pertinente pour l'analyse de dynamique sociale. Par exemple, les nœuds participant à de telles structures peuvent plus facilement propager une information. Dans une autre étude, Nicolas Pedreschi, Damien Battaglia et Alain Barra proposent d'introduire une version temporelle de ce qu'on appelle le Rich Club, une mesure destinée à déterminer à quel point les différents hubs d'un réseau sont également connectés entre eux. Dans cet exemple, les sommets rouges sont des hubs car ils comportent chacun un degré important dans le réseau, et ils forment à eux quatre un Rich Club. Dans un réseau temporel, qui évolue dans le temps donc, une question se pose au sujet de ces hubs. Si le degré de ces sommets est grand, on ne sait rien sur le fait que ces liens ont été simultanés ou pas. Le coefficient Rich Club répond donc à ce besoin de connaissance sur la temporalité des liens, en représentant la valeur maximale de la densité des hubs qui reste stable pendant une certaine durée. Les propriétés telles que les span cores ou le coefficient Rich Club caractérisent les réseaux temporels à des échelles intermédiaires et permettent également de vérifier que des modèles qui créent des réseaux temporels fictifs permettent de générer des données réalistes, car ayant des propriétés similaires aux vraies données, et qui puissent donc être utilisées par exemple dans des simulations de la propagation d'une maladie ou une information. Mais si puissante soit-elle, la représentation en réseau montre déjà des limites que les recherches les plus récentes tentent à dépasser. En effet, la structure même d'un graphe définit des interactions par paires, d'un sommet vers un autre. Or, la réalité est tout autre, et de nombreux systèmes incluent des interactions d'ordre supérieur à deux. Par exemple, si un graphe semble adapté pour représenter une discussion entre deux personnes, il ne l'est plus du tout pour décrire une discussion de groupe. De là est née la notion d'hypergraphes, qui permettent l'établissement de modèles beaucoup plus fiables pour décrire des phénomènes comme la contagion d'une opinion par exemple, dont on se doute qu'elle sera différente selon qu'elle est portée en binôme ou par un groupe de personnes. Ces nouvelles études ont permis d'identifier des structures non triviales qui sont invisibles dans les analyses standards. Il semble donc que les hypergraphes aient beaucoup à apporter à la science des réseaux, et que les connaissances dans ce domaine sont à l'aube d'une belle progression dans les années à venir. Mais tout ça, c'est une autre histoire. La propagation des virus, des rumeurs, le fonctionnement des réseaux sociaux, les trafics de toutes sortes sont autant d'exemples d'applications à ces travaux. Et si cette vidéo est parvenue jusqu'à vos yeux et vos oreilles, c'est là encore l'un des résultats de cette science des réseaux. En définitive, une fois de plus, l'outil mathématique semble indispensable pour modéliser le monde qui nous entoure. Et cette théorie des graphes, si jeune à l'échelle de l'histoire des sciences, semble ne pas faire exception à la règle. La science des réseaux qui en découle est sans équivalent en termes d'interdisciplinarité. Elle permet également de mettre un terme à cette vieillissante et inutile dichotomie entre les sciences dites dures et sciences humaines et sociales, car particulièrement en sciences des réseaux, l'une vient alimenter l'autre en permanence.
Voilà. À l'image de Euler, il est temps pour moi de terminer ma promenade à travers la science des réseaux. Et pour boucler ce cycle eulérien en bonne et due forme, il convient de préciser pour celles et ceux qui ne l'auront pas déduit de cette vidéo que la fameuse promenade des ponts de Königsberg n'aurait été possible que si chaque nœud du graphe était de degré pair, ce qui n'est pas le cas de celui-ci par exemple ou de celui-ci. Et l'énigme de l'enveloppe, me direz-vous? Eh bien, reformulons la question. Se demander si l'on peut tracer cette enveloppe sans lever le crayon revient à se demander s'il existe une chaîne eulérienne. Or, l'un des théorèmes de la théorie des graphes nous indique qu'un graphe admet une chaîne eulérienne si et seulement si il comporte au plus 2 nœuds de degré impair. Dans le cas de notre enveloppe, le graphe en comporte exactement 2, ici et là. Les mathématiques nous l'affirment, il est possible de réaliser cette prouesse. Et voici comment. Dites-moi en commentaire si vous aviez réussi à la tracer. D'ici là, ne prenez pas de risque, calculez-le. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du festival Explore. Se déroulant du 27 mai au 2 juin, le festival Explore vous permet de découvrir de nombreux projets scientifiques via des rencontres insolites. Cette vidéo est issue de la rencontre entre le Centre de physique théorique situé à Marseille et Matador. Elle a été coordonnée par Play Azure Prod, Aix-Marseille Université et le CNRS et financée par l'Agence nationale de la recherche.